L'enveloppe est apparue entre les verres à vin et les assiettes à dessert comme si tout cela avait été planifié depuis le début. Mon beau-frère, Stéphane, l'a poussé sur le bois poli de la table avec 2 doigts, l'air décontracté, comme s'il me passait le sel. À l'intérieur se trouvait un chèque, et à en juger par son expression, il pensait que cela résoudrait tout. Ce que Stéphane ignorait, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que l'homme qu'ils avaient passé 4 ans à mépriser comme étant simple et naïf détenait suffisamment de droits de vote dans son empire hôtelier pour l'éjecter de son propre conseil d'administration avant le petit déjeuner du lendemain. Il y a 4 ans, j'ai rencontré Hélène lors d'un gala de charité associatif. Elle était là en tant que bénévole, organisant les dons pour les familles dans le besoin. J'étais là parce que la cause me tenait vraiment à cœur, et non pour faire bonne figure dans l'agenda mondain. Nous avons commencé à discuter au-dessus de cartons de livres pour enfants, et elle m'a fait rire avec ses observations honnêtes sur le plan de table inutilement complexe de l'événement. Quand je lui ai demandé son numéro, elle m'a prévenu d'emblée, ma famille est obsédée par la réussite et les apparences. Si cela doit poser problème, nous devrions probablement rester amis. Je lui ai dit la vérité, ou du moins une partie. La réussite signifie des choses différentes pour différentes personnes. Je mesure la mienne au fait de pouvoir dormir la nuit en sachant que j'ai fait ce qu'il fallait. 3 mois plus tard, je l'ai demandé en mariage. 6 mois après, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à la mairie que sa famille a à peine tolérée. Son frère Stéphane a porté un toast qui dissimulait mal sa déception. Les parents d'Hélène, Charles et Éléonore, souriaient les dents serrées alors que leur fille épousait quelqu'un qu'ils considéraient comme catastrophiquement en dessous de son potentiel. Ce qu'ils voyaient, c'était un consultant financier qui conduisait une berline Peugeot pratique et vivait dans une maison confortable mais banale en banlieue parisienne. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était le réseau d'entités d'investissement que j'avais bâti sur 15 ans, acquérant discrètement des actifs en difficulté et des industries que je comprenais profondément. 8 ans avant ma rencontre avec Hélène, la chaîne d'hôtels de son frère perdait de l'argent à flot après une expansion agressive durant une baisse du marché. Les investisseurs traditionnels ne voulaient pas y toucher. Alors je l'ai fait, via une société holding tellement stratifiée et anonyme que Stéphane ne s'est jamais demandé d'où venaient les injections de capital lorsqu'il en avait désespérément besoin. J'ai sauvé son entreprise 3 fois. 3 occasions distinctes où les hôtels il aurait fait faillite sans l'investisseur institutionnel mystérieux qui continuait d'acheter des obligations et des actions quand tout le monde fuyait. Et à travers tout cela, Stéphane me traitait comme si je ne pouvais pas comprendre les affaires à son niveau. Les dîners de famille devenaient des spectacles où il m'expliquait les bases de l'industrie hôtelière, sa voix dégoulinante de condescendance pendant que j'opinais du chef et posais des questions simples qui le faisaient se sentir brillant. Hélène voyait ce qui se passait mais ne savait pas comment l'arrêter. Elle me prenait à part après les dîners, s'excusant pour le comportement de sa famille. « Tu n'es pas obligé de supporter ça, disait-elle, la frustration évidente dans chaque mot. Tu n'es pas obligé de continuer à venir à ces soirées. Mais je devais venir. J'avais besoin de voir exactement qui étaient ces gens quand ils pensaient avoir tout le pouvoir. J'avais besoin de savoir s'il y avait quelque chose d'authentique sous la performance, une quelconque capacité d'humilité ou de croissance. Le dîner de ce soir me donnait cette réponse de la manière la plus spectaculaire possible. L'invitation était arrivée mardi matin. Stéphane veut nous voir pour le dîner vendredi, m'avait dit Hélène, la tension raidissant ses épaules. Juste la famille proche. Il dit que c'est important. Important dans la famille, il signifiait que Stéphane avait décidé quelque chose et s'attendait à ce que tout le monde rentre dans le rang. La sœur cadette d'Hélène, Florence, serait là avec son mari, jouant les seconds rôles pour tout ce que Stéphane avait prévu. Charles et Éléonore ancreraient la table, apportant l'autorité générationnelle aux déclarations de Stéphane. Je devrais annuler, a dit Hélène, attrapant déjà son téléphone. Quand Stéphane devient formel comme ça ne finit jamais bien. On y va, lui ai-je dit, gardant une voix posée. Je veux voir ce qu'il prépare. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je le savais déjà. Mon avocat m'avait mentionné une activité inhabituelle autour de mes participations dans les hôtels îles. Quelqu'un posait des questions sur la structure de l'actionnariat, essayant de remonter à travers les couches corporatives pour découvrir qui contrôlait réellement ce bloc de vote de 51%. Stéphane était finalement devenu curieux au sujet de son bienfaiteur mystérieux. Mais il l'avait fait trop tard et de manière incomplète. Vendredi est arrivé avec un froid d'octobre qui rendait Paris particulièrement impitoyable. Hélène a changé de tenue 2 fois avant de se décider pour quelque chose qui respectait la formalité de sa famille sans avoir l'air de trop essayer de les impressionner. Je portais un pantalon de ville et un pull,
l'uniforme de la médiocrité acceptable qu'ils attendaient. Le Penthouse de Stéphane occupait le dernier étage de l'un de ses propres hôtels près des Champs-Élysées, un monument au succès que je l'avais aidé à atteindre. L'ascenseur privé s'ouvrait directement dans son appartement, des baies vitrées du sol au plafond et des meubles de créateurs qui hurlaient cher sans rien dire d'intéressant. Éléonore nous a accueillis à la porte, son étreinte envers Hélène soigneusement calculée pour ne pas déranger son maquillage. Elle m'a gratifié d'un sourire crispé et de mon prénom, rien de plus. Charles était déjà posté près des fenêtres, un verre à la main, surveillant le domaine de son fils avec une fierté évidente. Florence et son mari Elias étaient assis sur le canapé en cuir, jouant leur rôle dans le tableau familial. Le dîner était assuré par un traiteur, naturellement. Stéphane ne cuisinait pas. Hélène m'avait dit une fois qu'il avait des gens pour ça. La table à manger pouvait accueillir 12 personnes, mais ce soir elle n'en comptait que 7, une réunion intime selon les standards de la famille. Stéphane tenait la cour en bout de table, discutant d'une nouvelle acquisition immobilière à Cannes avec le genre de détails conçus pour impressionner plutôt que pour informer. J'ai posé quelques questions basiques. Je l'ai laissé expliquer des concepts que je comprenais depuis 20 ans. Je l'ai regardé rayonner de la satisfaction d'éduquer quelqu'un qu'il considérait comme financièrement illettré. Puis le dessert est arrivé, et avec lui, l'enveloppe. Stéphane l'a fait glisser vers moi avec un timing théâtral. Je pense que nous devrions parler de quelque chose qui nous préoccupe tous, commença-t-il, sa voix prenant le ton autoritaire qu'il utilisait probablement lors des acquisitions. Nous avons été patients, compréhensifs même. Mais Hélène mérite mieux que de lutter financièrement à cause d'une loyauté mal placée. La main d'Hélène a trouvé la mienne sous la table, serrant fort. Stéphane, qu'est-ce que tu fais? Je ne l'ai même pas encore ouverte, dis-je calmement en prenant l'enveloppe. Peut-être devrais-je voir de quoi nous discutons. À l'intérieur se trouvait un chèque de 750 000 € et un ensemble de documents juridiques. Je les ai parcourus rapidement. Des papiers de divorce, propres et simples, dissolvant notre mariage comme s'il n'avait jamais existé. Le chèque était attaché par un trombone à une lettre expliquant les termes. Signer les documents. Prendre l'argent. Disparaître de la vie d'Hélène. Tout le monde y gagne, concluait la lettre de Stéphane. Sauf qu'il l'avait formulée comme une proposition commerciale, comme si mon mariage était une entreprise ratée qu'il rachetait gracieusement. C'est plus que ce que tu gagnerais en une décennie, dit Stéphane, la confiance irradiant de chaque mot. Tu serais mieux installé que tu ne l'étais avant de rencontrer Hélène. Elle pourrait passer à quelqu'un de plus approprié à son milieu, quelqu'un qui peut réellement lui offrir la vie qu'elle mérite. Hélène s'est levée brusquement, sa chaise raclant contre le parquet. Tu ne peux pas être sérieux. Tu essaies d'acheter mon mari comme si c'était une sorte de chasseur de dot? Nous sommes pragmatiques, interjeta Éléonore, sa voix calme de cette manière exaspérante qu'ont les gens riches lorsqu'ils discutent de la vie des autres. Tu as tant abandonné quand tu l'as épousé, chérie. Ton style de vie, tes opportunités, ta position. Nous ne pouvons plus te regarder galérer. Je ne galère pas, dit Hélène, la voix tremblante de colère. Je suis heureuse. Pourquoi aucun de vous ne peut voir ça? Mais Stéphane ne la regardait même pas. Ses yeux étaient sur moi, attendant que je sois raisonnable, que je comprenne que c'était le coup intelligent à jouer. Les hommes comme toi comprennent les transactions, dit-il. C'est une bonne transaction. Tu pars avec 3/4 million d'euros et ta dignité intacte. Bien mieux que de faire traîner les choses et de finir avec rien. J'ai posé le chèque délicatement, le lissant à plat. Avant de répondre, dis-je, je dois passer un coup de fil. Voulez-vous m'excuser un instant? Qu'est-ce que tu fais? Demanda Hélène, confuse. Je m'assure que tout le monde comprend la situation dans son ensemble, répondis-je en sortant mon téléphone. J'ai composé le numéro de Maître Vasseur, qui, je le savais, serait disponible malgré l'heure tardive, car elle gérait mon portefeuille depuis 12 ans et savait exactement quoi faire quand j'appelais pendant les réunions de famille. C'est moi. Je suis à un dîner avec la famille et quelque chose d'intéressant s'est produit. Pourriez-vous sortir la structure actuelle de l'actionnariat des Hôtels Île? Oui, tout de suite. Je patiente. Stéphane fronça les sourcils, l'irritation s'infiltrant dans son expression. Qu'est-ce que ton avocat a à voir avec tout ça? Tout, dis-je simplement. Vasseur était de retour en ligne et je l'ai mise sur haut-parleur. Pourriez-vous expliquer à toutes les personnes présentes la structure actuelle de l'actionnariat des Hôtels Île? Sa voix remplit la pièce, professionnelle et précise. Le groupe Hôtel Île a 200 millions d'actions en circulation.
L'actionnaire majoritaire est Summit Capital Holdings, qui possède 102 millions d'actions, représentant 51% de l'entreprise. Stéphane il possède personnellement 28 millions d'actions, soit 14%. Les 35% restants sont répartis entre divers investisseurs institutionnels et actionnaires publics. Stéphane fixait le téléphone comme s'il dysfonctionnait. C'est quoi ça? Qu'est-ce que Summit Capital a à voir là-dedans? Je l'ai interrompu. Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer qui possède Summit Capital Holdings? Summit Capital Holdings est une filiale à part entière d'Apex Investment Group, qui est lui-même détenu à 100% par l'individu présent lors de cet appel. La valeur marchande actuelle de la position dans les hôtels il est d'environ 4,1 milliards d'euros au cours de clôture d'aujourd'hui. Le silence qui a suivi n'était pas un silence de choc ou de gêne. C'était le silence d'un monde qui s'effondre et d'un nouveau qui naît à sa place. La bouche d'Hélène était restée ouverte. Éléonore était devenue complètement pâle. Le verre de Charles était à mi-chemin de ses lèvres, figé là. Florence regardait alternativement moi et son frère comme si elle assistait à un accident de voiture au ralenti. Et Stéphane. Stéphane avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'arracher du thorax tout ce qu'il pensait savoir sur l'univers. Je ne comprends pas, chuchota Stéphane, sa voix à peine audible. Tu es un consultant financier. Tu donnes des conseils aux gens sur leur portefeuille. Je donne effectivement des conseils, confirmai-je. Je fais aussi des investissements. Summit Capital est le véhicule principal de mes acquisitions depuis 15 ans. Ton entreprise a été l'une de mes premières positions majeures. La voix de Maître Vasseur continua à travers le haut-parleur. Pour clarifier, l'individu sur cet appel a le contrôle majoritaire des droits de vote des Hôtels Île. Il a l'autorité pour prendre toutes les décisions corporatives majeures, y compris la composition du conseil d'administration et les nominations exécutives. En termes pratiques, il pourrait révoquer Stéphane Île de son poste de PDG avec un vote à la majorité simple lors de la prochaine réunion du conseil. Le visage de Stéphane était passé du blanc au rouge. C'est impossible. Summit Capital est un fonds institutionnel. J'ai traité avec leurs représentants. Tu as traité avec des gestionnaires de portefeuille que j'ai embauchés, corrigez-je. Des gens que je paie pour représenter mes intérêts sans révéler mon identité. Chaque décision majeure que ton entreprise a prise ces 8 dernières années, chaque expansion, chaque acquisition, chaque restructuration financière, tout cela nécessitait mon approbation. Tu n'as juste jamais su que tu me la demandais. Je me suis levé, marchant autour de la table jusqu'à être directement devant Stéphane. Il y a 8 ans, ta chaîne d'hôtels faisait faillite. Tu t'étais surexposé dans des marchés secondaires. Tes ratios d'endettement étaient catastrophiques et les prêteurs traditionnels ne rappelaient plus. Puis Summit Capital a commencé à acheter tes obligations en difficulté avec une prime. Puis nous avons converti ces obligations en actions. Puis nous avons fourni le capital pour la rénovation de ta propriété phare à Paris. Chaque fois que tu étais sur le point de couler, Summit Capital était là. J'étais là. Mais tu vis dans cette maison ordinaire, dit Éléonore, retrouvant sa voix. Tu conduis cette voiture banale. Tu ne dépenses jamais d'argent pour quoi que ce soit. Je vis dans une maison qui est confortable, répondis-je. Je conduis une voiture qui fonctionne parfaitement et je ne dépense pas d'argent pour impressionner des gens qui mesurent la valeur par les codes postaux et les marques de véhicules. Ce n'est pas de la frugalité. C'est n'avoir rien à prouver. Charles posa son verre avec un bruit lourd. Tu nous as menti pendant 4 ans. Je vous ai testé, corrigez-je. Je voulais savoir qui vous étiez vraiment quand vous pensiez avoir tous les avantages. Il s'avère que vous êtes des gens qui essaient d'acheter le mari de leur fille pour moins d'un demi% de ce que je vaux. J'ai pris le chèque, l'examinant à la lumière. 750 000 euros. Stéphane, sais-tu ce que je pourrais faire avec ce montant? Stéphane ne répondit pas. Il fixait la table, son monde s'effondrant sur lui-même. Je pourrais l'acheter, l'encadrer, l'accrocher dans mon bureau comme rappel de la nuit où tu as essayé d'acheter mon mariage pour une erreur d'arrondi. Hélène pleurait maintenant, mais pas de tristesse. De colère, de vindicte, après des années à regarder sa famille mépriser l'homme qu'elle aimait. Tu savais, me dit-elle. Tu savais tout ce temps ce qu'ils étaient, et tu les as laissés continuer à te manquer de respect. J'avais besoin que tu le vois aussi, lui dis-je. J'avais besoin que tu comprennes que lorsque les gens te montrent qui ils sont, tu devrais les croire. Ta famille vient de nous montrer exactement qui ils sont. Ils valorisaient leur statut social plus que ton bonheur.
Il pensait que l'amour pouvait être acheté et vendu comme des propriétés hôtelières. La voix de l'avocate retentit à nouveau. Dois-je procéder aux notifications du conseil pour la réunion d'urgence de lundi? J'ai regardé Stéphane qui s'était effondré dans sa chaise. J'ai regardé Éléonore et Charles, leur supériorité soigneusement construite s'effritant. J'ai regardé Florence et Elias, témoins silencieux de l'humiliation de leur famille. Oui, dis-je enfin. Planifier la réunion d'urgence du conseil. Il est temps d'avoir une nouvelle direction au Hôtel Hill. Le trajet du retour fut silencieux pendant exactement 12 minutes avant qu'Hélène ne parle. Depuis combien de temps prévoyais-tu cela? Elle n'était pas en colère, elle traitait simplement tout ce qui venait de briser le monde de sa famille en moins d'une heure. Je ne prévoyais rien, dis-je honnêtement. J'ai investi dans l'entreprise de Stéphane des années avant de nous rencontrer. C'était une opportunité d'investissement solide. Rien de personnel. Te rencontrer, tomber amoureux de toi, c'était complètement séparé. Une belle coïncidence. Mais tu aurais pu me le dire à n'importe quel moment en 4 ans. Aurais-tu cru que je t'avais épousé pour toi et non pour les connexions de ta famille? Aurais-tu cru que je t'aimais pour qui tu es, pas pour ce que tu représentais? Elle se tut, regardant défiler la silhouette de Paris. Peut-être pas au début, admit-elle finalement. C'est pour ça que j'ai attendu. Je voulais que tu saches sans le moindre doute que je t'ai choisi quand je n'avais rien à gagner. Je voulais que ta famille montre son vrai caractère, et ce soir, ils ont fait exactement ça. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour l'entreprise de Stéphane? Pour mes parents? L'entreprise ira bien, l'assurai-je. Mieux que bien, en fait. J'installe une direction professionnelle qui sait ce qu'elle fait. On proposera à Stéphane un rôle de consultant s'il le veut, bien qu'avec une autorité et un salaire considérablement réduit. Et ma famille? C'est ton choix, Hélène. Je ne te forcerai pas à choisir entre eux et moi, mais je ne ferai pas non plus semblant que ce soir était acceptable. Elle tendit la main et prit la mienne. Je te choisis. Je t'ai choisi quand je pensais que tu n'étais qu'un consultant avec des rêves modestes. Cette version de toi m'aimait sans rien attendre en retour. C'est ce qui compte. Nous sommes entrés dans notre allée, notre maison confortable qui pourrait tenir 3 fois dans le Penthouse de Stéphane. Demain, je pourrais nous acheter un hôtel particulier si nous le voulions. Nous pourrions déménager avenue Montaigne nous-mêmes, faire paraître l'immeuble de Stéphane modeste. Mais en regardant Hélène dans la lumière tamisée, j'ai réalisé que nous n'avions besoin de rien de tout cela. On garde la maison, dis-je soudainement. Elle sourit pour la première fois depuis le dîner. Bien. J'aime notre vie. J'aime être normal. J'aime prouver que le bonheur ne nécessite pas d'impressionner des gens qui ne valent pas la peine d'être impressionnés. Et pour l'argent? 4 milliards, c'est substantiel pour juste les ignorer. On ne les ignore pas, dis-je. On va faire quelque chose de significatif. Tu vas développer ton travail associatif. Nous financerons des programmes communautaires qui aident vraiment les gens. Peut-être créer des bourses pour les jeunes qui veulent des diplômes de commerce mais ne peuvent pas se les permettre. Des jeunes comme tu l'aurais été, demanda-t-elle doucement. Des jeunes comme je l'étais avant que mon héritage me donne la chance de construire tout ça. Ce lundi-là, la réunion du conseil s'est déroulée exactement comme prévu. Stéphane a été révoqué de son poste de PDG avec 73% des votes en sa faveur. Il était assis à la table de conférence, diminué et humilié, tandis que les membres du conseil qui avaient passé des années à le louer votaient maintenant pour lui retirer son pouvoir. La nouvelle équipe dirigeante que j'avais sélectionnée a pris le contrôle immédiatement. Des gens avec une véritable expertise hôtelière plutôt que des positions héritées. Éléonore a appelé Hélène 19 fois ce jour-là. Hélène a laissé chaque appel aller sur la messagerie. Mardi matin, une lettre est arrivée en recommandé. À l'intérieur se trouvait un mot manuscrit d'Éléonore. Hélène, je n'attends pas de pardon. Ce que nous avons fait est impardonnable. Mais j'ai besoin que tu comprennes. Nous pensions te protéger. Nous pensions qu'il t'utilisait. Nous avions tort. Si terriblement, horriblement tort. Ton père est dévasté. Pas pour l'entreprise, bien que cela fasse mal. Mais de te perdre, de découvrir que le gendre qu'il a méprisé a sauvé tout ce que Stéphane a construit. S'il te plaît, quand tu seras prête, pouvons-nous parler? Pas d'enveloppe, pas de chèque. Juste une mère qui veut comprendre l'homme que sa fille a épousé. Hélène l'a lu 2 fois, puis l'a posé sur le comptoir.
Tu penses qu'ils sont sincères? Je pense qu'ils ont peur, dis-je. Parfois, la peur rend les gens honnêtes d'une manière que le confort ne pourrait jamais faire. Que ferais-tu? J'ai réfléchi soigneusement. Je leur donnerai une seule chance. Mais à nos conditions. Chez nous. Sans le spectacle. S'ils peuvent nous accepter comme nous sommes vraiment, peut-être y a-t-il de l'espoir. Hélène a pris son téléphone et a tapé une réponse. Dîner, chez nous ce vendredi. Pas de code vestimentaire, pas d'attente, juste la famille. Elle me l'a montré avant d'envoyer. Trop dur. Parfait, dis-je. Ce vendredi-là, Charles et Éléonore sont arrivés en paraissant plus petits, d'une certaine manière. Charles portait un jean. Éléonore portait un maquillage minimal. Ils avaient laissé leur armure derrière eux. Merci de nous recevoir, a dit Charles quand j'ai ouvert la porte. Nous nous sommes assis autour de notre table à manger modeste en mangeant des pâtes qu'Hélène avait faites elle-même. Pas de serveur, pas de cristal, pas de performance. Juste 4 personnes essayant de reconstruire quelque chose de brisé. Je te dois plusieurs excuses, dit finalement Charles. Pour chaque dîner où je t'ai fait te sentir petit. Pour chaque commentaire sur ton travail ou ta maison. Pour ce chèque. Il s'arrêta, la voix brisée. Pour t'avoir traité comme si tu valais exactement 750 000 alors que tu es l'homme qui a sauvé l'entreprise de Stéphane et aimé ma fille. J'apprécie cela, dis-je prudemment. Mais l'excuse que j'ai besoin d'entendre est celle que vous donnez à Hélène. C'est elle que vous avez essayé de contrôler. C'est elle dont vous avez valorisé le bonheur moins que le statut social. Charles se tourna vers sa fille, les larmes aux yeux. Hélène, je suis désolé. Je ne pouvais pas voir ce que tu voyais en lui. Je t'ai fait sentir que ton choix n'était pas assez bon. Tu as trouvé un homme qui t'aime pour qui tu es, qui n'avait pas besoin de ton argent ou de ton nom. C'est ce que tout père devrait vouloir. Et j'ai failli détruire ça par orgueil. Éléonore tendit le bras et prit la main d'Hélène. J'ai passé toute ta vie à te préparer à un certain type de mariage. Quand tu as choisi différemment, je me suis senti rejeté. Mais tu ne rejetais rien. Tu choisissais quelque chose d'authentique plutôt que quelque chose de creux. Je suis désolé qu'il ait fallu si longtemps pour voir ça. Le pensez-vous vraiment, demanda Hélène, ne retirant pas sa main. Parce que je ne peux pas traverser une autre soirée comme vendredi dernier. Nous le pensons, dit fermement Charles. Et nous sommes prêts à le prouver. J'aimerais t'emmener déjeuner cette semaine, juste nous deux, dit-il en se tournant vers moi. Je veux en savoir plus sur ta philosophie d'investissement, ta stratégie, tout ce que j'aurais dû demander depuis 4 ans au lieu de te mépriser. J'ai regardé Hélène, qui a hoché légèrement la tête. Le déjeuner me va, dis-je. Mais Charles, comprenez quelque chose. Je n'ai pas investi dans l'entreprise de Stéphane pour le contrôler ou le blesser. Je l'ai fait parce que c'était un investissement sain. Je ne m'excuserai pas d'être bon dans quelque chose que vous ignoriez que je pouvais faire. Je ne m'attendrai pas à ce que tu le fasses, répondit-il. J'espère que tu m'enseigneras, parce qu'apparemment, j'ai regardé mon fils diriger une entreprise sans comprendre qui la maintenait en vie. 3 mois ont passé. La transformation au hôtel il a été spectaculaire. La nouvelle PDG que j'avais nommée, une vétérante de l'hôtellerie nommée Patricia Durand, a augmenté les bénéfices de 34% lors de son premier trimestre. Elle a réduit les dépenses inutiles, renégocié les contrats des fournisseurs et a réellement écouté le personnel de première ligne. Le cours de l'action a grimpé de 28%. Stéphane a pris le poste de consultant que j'ai offert, principalement parce qu'il n'avait pas d'autres options. Sa réputation dans l'industrie était endommagée. Les nouvelles vont vite quand un PDG se fait virer par son propre actionnaire majoritaire. Il se présentait au bureau 3 jours par semaine, examinait les rapports, offrait des suggestions qui étaient poliment ignorées. Hélène s'est épanouie sans la pression constante de sa famille. Elle a étendu son travail associatif. Quand j'ai offert un financement, elle a initialement refusé. « Je ne veux pas que ton argent rende cela facile », a-t-elle dit. « Je veux le mériter. » Alors, nous avons fait un compromis. Je m'alignerai euro pour euro sur tout ce qu'elle lèverait auprès d'autres donateurs. En 2 mois, elle avait sécurisé des partenariats avec 3 fondations majeures. Son programme aidant les familles à faible revenu avec la formation professionnelle a doublé de taille. Charles a tenu sa parole pour le déjeuner. Nous nous retrouvions un mercredi sur 2 dans une brasserie où il n'aurait jamais été vu mort il y a 6 mois.
Il posait des questions sincères sur la stratégie d'investissement, l'analyse financière, la gestion des risques. Je répondais honnêtement, et lentement, quelque chose ressemblant à du respect s'est développé entre nous. Il a admis un après-midi autour d'un café qu'il avait passé 30 ans à mesurer le succès par les apparences. Te regarder opérer m'a appris que j'avais tout faux, a-t-il dit. Tu as construit quelque chose de substantiel pendant que j'étais occupé à avoir l'air substantiel. Éléonore venait dîner chez nous 2 fois par mois. Elle a appris à laisser ses attentes à la porte, à être simplement la mère d'Hélène au lieu de la matriarche de la société. Elle a même commencé à faire du bénévolat dans l'association d'Hélène, organisant des collectes de dons avec la même intensité qu'elle appliquait autrefois au gala de charité. Florence a appelé Hélène un soir en pleurant. J'ai quitté Elias, a-t-elle dit. Pas parce qu'il m'a quitté en premier, mais parce qu'il avait raison. Il m'a dit que je suis juste comme maman et Stéphane l'était. Dans le jugement, superficiel, obsédé par le statut. Hélène a écouté, puis a dit quelque chose dont j'étais fier, tu peux changer si tu le veux, mais ça doit être parce que tu veux être meilleur, pas parce que tu as peur de finir seul. C'est Stéphane qui a lutté le plus. Il avait construit toute son identité autour du fait d'être le magnate de l'hôtellerie à succès, l'enfant chéri de la famille. Maintenant, il n'était qu'un autre consultant, et même pas particulièrement valorisé. Il m'a appelé 4 mois après la réunion du conseil. On peut parler ? Juste toi et moi. Nous nous sommes retrouvés dans un bar du centre-ville. Stéphane avait l'air fatigué, vieilli d'une certaine façon. J'ai été un idiot arrogant, a-t-il dit sans préambule. Je t'ai traité comme une merde parce que ça me faisait me sentir important. J'ai essayé de t'acheter parce que je ne pouvais pas imaginer Hélène te choisir plutôt que la richesse de notre famille. J'avais tort sur tout. J'apprécie que tu dises ça, répondis-je. Mais que veux-tu, Stéphane ? Honnêtement ? Je veux comprendre comment tu as fait. Comment tu as vu le potentiel dans mon entreprise quand je coulais ? Comment tu as transformé 4 milliards en quelque chose qui a l'air facile ? Comment tu es resté humble quand tu avais toutes les raisons de me jeter ça à la figure ? Je l'ai étudié attentivement. Le désespoir avait disparu, remplacé par quelque chose qui aurait pu être de la véritable curiosité. Parce que l'humilité ne concerne pas ce que tu as, dis-je. C'est savoir que ce que tu as ne définit pas ta valeur. Tu dirigeais une entreprise hôtelière. J'investissais dedans. Aucune de ces choses ne nous rend meilleurs ou pire en tant que personne. Puis-je regagner ton respect ? Demanda-t-il. Peut-être ta confiance ? Ça dépend, dis-je. Demandes-tu parce que tu veux reconstruire notre relation ou parce que tu veux accéder à mon expertise en investissement ? Les deux, admit-il. Mais surtout la première. Hélène est ma sœur. Tu es son mari. Je ne veux pas que les dîners de famille soient douloureux pour toujours. C'est juste, dis-je. Alors prouve-le par des actes, pas des mots. Montre-moi que tu as appris quelque chose de tout ça. Stéphane hocha lentement la tête, finit son verre et partit. Je n'étais pas sûr qu'il irait au bout, mais au moins il avait posé la bonne question. 6 mois après ce dîner de vendredi, mon téléphone a sonné à 6 heures du matin. C'était Patricia Durand, la PDG que j'avais installée. Nous avons une situation, dit-elle. Stéphane s'est pointé à l'hôtel de Cannes hier soir. Il y avait un problème avec un gros client corporatif menaçant d'annuler sa réservation de conférence. Stéphane a passé 4 heures à négocier. Il a sauvé le contrat, puis est parti sans s'en attribuer le mérite. J'ai appelé Stéphane immédiatement. Patricia m'a dit ce que tu as fait à Cannes. Il est resté silencieux un moment. Le client était contrarié par les attributions de chambre pour leur équipe de direction. C'était un correctif simple, mais il fallait quelqu'un qui comprenne notre historique avec eux. J'étais là, alors je m'en suis occupé. Tu aurais pu en faire toute une histoire, prouver ta valeur au conseil. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit, dit-il. Je voulais juste aider. C'est là que j'ai su qu'il pensait vraiment ce qu'il avait dit au bar. Au cours des mois suivants, Stéphane est devenu véritablement utile. Il repérait les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises, mentorait le personnel plus jeune, utilisait ses connexions dans l'industrie pour bénéficier à l'entreprise plutôt qu'à son ego. Patricia m'a appelé après une revue trimestrielle. Je déteste l'admettre, mais Stéphane est en fait bon dans son travail quand il n'essaie pas d'être la star de chaque spectacle. L'association d'Hélène a décroché une subvention gouvernementale majeure, triplant leur budget.
La fondation que j'avais créée a égalé la somme, et soudain, elle dirigeait une opération de plusieurs millions. Elle a embauché une équipe de 12 personnes, ouvert 2 nouveaux sites, aidé plus de 3000 familles en une seule année. La voir s'épanouir dans un travail qui lui tenait vraiment à cœur valait plus que n'importe quel retour financier que j'avais jamais généré. Florence est arrivée chez nous un soir à l'improviste. J'ai quitté Elias, dit-elle. Non pas parce qu'il m'a quitté en premier, mais parce qu'il avait raison. J'ai été superficielle et dans le jugement toute ma vie. Je suis en thérapie maintenant, j'essaie de comprendre qui je suis sans la performance familiale. Hélène a serré sa sœur dans ses bras, et j'ai vu des années de tension compétitive se briser enfin. Charles a lancé un programme de mentorat pour les jeunes entrepreneurs issus de milieux défavorisés. Utilisant les connexions qu'il avait construites sur des décennies pour aider réellement les gens au lieu de simplement réseauter. Éléonore a tourné ses compétences organisationnelles vers l'association d'Hélène, s'avérant étonnamment efficace pour la collecte de fonds quand elle ne le faisait pas pour le statut social. Les dîners de famille chez nous sont devenus des traditions mensuelles. Pas de prétention, pas de performance, juste 7 personnes qui avaient appris de dures leçons sur ce qui comptait vraiment. Stéphane a amené sa nouvelle petite amie une fois, une enseignante qu'il avait rencontrée dans un café et qui n'avait aucune idée de qui était la famille Hill. Elle est parfaite, me chuchota Hélène. Elle l'aime pour lui. 1 an après l'apparition de l'enveloppe sur cette table de dîner, les hôtels Hill ont annoncé des bénéfices records. Patricia Durand a été nommée dirigeante hôtelière de l'année. Stéphane m'a envoyé un message ce soir-là. Merci d'avoir sauvé mon entreprise en me la retirant. J'avais besoin de tout perdre pour comprendre ce qui comptait vraiment. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai laissé avec cette réalisation. Laissez ça s'imprégner correctement. Puis j'ai répondu, tu n'as pas tout perdu. Tu as perdu le contrôle. Il y a une différence. Ce que tu fais de cette différence ne dépend que de toi. Le dîner de famille suivant, Stéphane est arrivé tôt. Il a aidé à mettre la table sans qu'on le lui demande. Il a parlé à Hélène de son travail avec un intérêt sincère. Il m'a interrogé sur les stratégies d'investissement comme un étudiant au lieu de défendre son ego. Éléonore regardait son fils avec les larmes aux yeux. Je n'aurais jamais cru le voir comme ça, me dit-elle doucement. Humble, heureux, humain. Les gens peuvent changer, dis-je. Mais seulement s'ils le veulent assez fort. As-tu toujours cru cela, demanda-t-elle. Non, admis-je. Votre famille m'a appris à le croire. Vous avez prouvé que faire face aux conséquences peut mener à la croissance au lieu de juste au ressentiment. 18 mois après la révélation, Forbes a publié un profil sur les investisseurs anonymes remodelant les industries depuis l'ombre. Il mentionnait Summit Capital Holdings et son propriétaire mystérieux qui avait transformé des actifs en difficulté en positions valant des milliards. L'article spéculait sur l'identité, les motifs, la stratégie. Ils avaient tout faux sur la plupart des points. Hélène l'a lu au petit déjeuner. Vas-tu les corriger? Pourquoi, demandai-je. Laisse-les spéculer. Le travail compte plus que la reconnaissance. Elle sourit. Il y a 4 ans, ma famille aurait tué pour ce genre d'attention médiatique. Maintenant, tu l'évites activement parce que j'ai appris quelque chose. Ta famille m'a appris, dis-je, que les gens les plus bruyants dans une pièce compensent généralement quelque chose. Les plus calmes sont souvent les plus dangereux. Stéphane a appelé cet après-midi-là. Tu as vu l'article de Forbes? Je l'ai vu, dis-je. Félicitations pour ne pas avoir été mentionné. Il rit sincèrement. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai passé 20 ans à courir après les gros titres. Maintenant, j'essaie juste de faire du bon travail. Patricia me dit que tu diriges l'expansion sur le marché européen, dis-je. Comment ça se passe? Terrifiant, admis Hill, mais dans le bon sens. J'apprends au lieu de prétendre que je sais déjà tout. L'association d'Hélène a remporté un prix national pour son impact communautaire. Lors de la cérémonie, elle a prononcé un discours qui a fait lever l'auditoire. Elle a parlé de mesurer le succès par les vies changées plutôt que par les dollars accumulés, de trouver un but au-delà du profit. Après, un journaliste a demandé si son mari était le mystérieux investisseur de Summit Capital dont tout le monde parlait. Hélène a souri. Mon mari est un homme qui a appris à ma famille que la vraie richesse est le caractère, pas les comptes en banque. Tout le reste n'est que détail. Charles a pris sa retraite de son cabinet de conseil aux entreprises et a passé son temps à faire du mentorat à l'association d'Hélène.
Il examinait les business plans des participants au programme, les aidait à comprendre les projections financières, donnait des conseils qui aidaient vraiment au lieu d'intimider. Un après-midi, il m'a dit que c'était le travail le plus significatif qu'il ait jamais fait. 40 ans à construire les fortunes des autres, dit-il. Maintenant, j'aide les gens à construire leur vie. J'aurais dû faire ça il y a des décennies. Éléonore a organisé un gala de collecte de fonds pour l'association d'Hélène qui a levé 2 millions d'euros en une seule soirée. Elle a utilisé chaque connexion mondaine qu'elle avait cultivée au fil des ans, mais cette fois pour quelque chose qui comptait au-delà du statut social. Hélène regardait sa mère travailler la salle avec une grâce exercée et me chuchota, elle est douée pour ça quand c'est pour les bonnes raisons. Florence s'est inscrite en master de travail social. Elle voulait comprendre la pauvreté et les inégalités au-delà de faire des chèques pour se sentir charitable. Elle faisait du bénévolat à l'association d'Hélène 2 fois par semaine, faisant des entretiens d'admission avec des familles qui avaient besoin d'aide. Cela a dépouillé les derniers restes de ses prétentions. Ces gens travaillent plus dur que je ne l'ai jamais fait, a-t-elle dit à Hélène un soir. Et ils ont une fraction de ce qu'on m'a donné. Comment ai-je pu ne pas voir ça avant? Le contrat de consultant de Stéphane s'est terminé, mais Patricia lui a offert un poste de vice-président axé sur les partenariats stratégiques. Il a accepté à la moitié du salaire qu'il gagnait en tant que PDG. L'argent ne compte plus, m'a-t-il dit. J'en ai assez maintenant. Je veux être utile. 2 ans après l'enveloppe, j'ai liquidé une partie de ma position dans les hôtels Île. L'entreprise était stable, rentable et bien gérée. Je n'avais plus besoin d'une participation majoritaire. J'ai réduit ma part à 25%, toujours substantielle, mais plus dominante. Stéphane a appelé quand il l'a appris. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'a plus besoin de moi, dis-je. Patricia la dirige mieux que nous deux ne le pourrions, et tu as assez appris pour que ton avis soit réellement précieux maintenant. Donc, je vous fais confiance à tous les deux pour continuer à construire quelque chose de valable. Il y eut un silence au bout du fil. Puis la voix de Stéphane, épaisse d'émotion, merci pour tout. Pour avoir sauvé l'entreprise, pour ne pas m'avoir détruit quand tu le pouvais. Pour m'avoir donné une chance de devenir quelqu'un de meilleur. Tu t'étais détruit toi-même, dis-je. Je me suis juste assuré que tu survives assez longtemps pour reconstruire. 3 ans après que l'enveloppe a glissé sur cette table, Hélène et moi étions assis sur notre terrasse à regarder le coucher du soleil. Notre maison confortable n'avait pas changé. Nous avions rénové la cuisine parce que nous le voulions, pas pour impressionner qui que ce soit. Le quartier était le même. Nos vies étaient fondamentalement identiques à avant ce dîner du vendredi, sauf que maintenant tout le monde connaissait la vérité. Stéphane il valait 12 milliards d'euros. Ma part réduite valait encore 3 milliards, mais j'avais diversifié dans l'éducation, la technologie, les énergies renouvelables, le développement de logements abordables, des industries qui comptaient vraiment. Stéphane était devenu un véritable leader, respecté pour sa compétence plutôt que craint pour sa position. Patricia Durand avait entièrement transformé la culture de l'entreprise. La rétention des employés atteignait des sommets. Les scores de satisfaction client grimpaient chaque trimestre. Charles est décédé ce printemps-là, paisiblement dans son sommeil. Aux funérailles, des douzaines de jeunes entrepreneurs qu'il avait mentorés sont venus présenter leur respect. Il avait passé ces dernières années à rattraper des décennies de chasse au statut en aidant réellement les gens à construire des entreprises significatives. Éléonore a parlé à son service de la façon dont il avait finalement compris que l'héritage ne se mesurait pas en euros, mais en vie touchée. Florence a terminé son master et a pris un poste à l'association d'Hélène, dirigeant leur division des services aux familles. Elle avait trouvé un but en aidant les autres à naviguer dans des systèmes auxquels elle n'avait jamais eu à penser quand la richesse l'isolait des conséquences. La transformation était complète et permanente. L'organisation d'Hélène opérait maintenant dans 15 villes, aidant plus de 20 000 familles annuellement. Les subventions gouvernementales, le soutien des fondations et les fonds de contrepartie que je fournissais avaient construit quelque chose de durable et d'impactant. Elle avait prouvé qu'on pouvait mesurer le succès par des métriques qui comptaient vraiment. Stéphane s'est marié avec Anne, l'enseignante qui ne savait rien de l'empire familial Île. Leur mariage était petit, authentique, axé sur l'engagement plutôt que sur le spectacle. Il avait appris la différence entre jouer le succès et le vivre réellement. À la réception, il m'a pris à part. J'ai besoin que tu saches quelque chose. Cette enveloppe, ce chèque, tout ce désastre. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'étais en route pour devenir une personne terrible. Tu as arrêté ça.
Je n'ai rien arrêté, dis-je. Je me suis juste assuré que tu fasses face aux conséquences. Ce que tu as fait de ces conséquences était entièrement ton choix. Il hocha la tête, la compréhension s'ancrant enfin. Éléonore a déménagé dans une maison plus petite après la mort de Charles, a donné la plupart de leur patrimoine à l'association d'Hélène. Elle passait son temps à faire du bénévolat, à organiser, utilisant des décennies de compétences sociales pour le bien réel. Elle avait enfin compris que l'influence comptait plus que le statut. Ce soir-là sur la terrasse, Hélène m'a posé la question que j'attendais. Est-ce que tu regrettes? N'importe quelle partie? Les avoir laissés t'humilier pendant des années? La révélation? Les regarder lutter pour changer. Pas une seconde, dis-je. Parce que maintenant je sais. Je sais que ta famille a choisi la croissance plutôt que le ressentiment. Je sais que tu m'as choisi quand tu avais toutes les raisons de douter. Je sais qu'être sous-estimé est parfois le plus grand avantage que l'on puisse avoir. Qui es-tu maintenant? Demanda-t-elle en souriant. Je suis la même personne que j'ai toujours été. Quelqu'un qui comprend que le pouvoir sans but n'est que du bruit. Quelqu'un qui sait que la meilleure vengeance n'est pas la destruction, c'est de bien vivre. Quelqu'un qui a prouvé que le caractère compte plus que les apparences. Et qu'ont-ils appris? Demanda-t-elle. Que la personne la plus dangereuse à n'importe quelle table est celle que tout le monde ignore, dis-je. Que la richesse sans sagesse n'est que de la stupidité coûteuse. Qu'on ne peut pas acheter le respect, seulement le louer temporairement. Que la famille, c'est ceux qui sont là quand ça compte, pas ceux qui sont là quand c'est pratique. Le soleil est tombé sous l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or. Quelque part à travers la ville, Stéphane travaillait probablement tard, essayant de faire ses preuves par la compétence plutôt que par l'autorité. Éléonore organisait une autre collecte de fonds. Florence examinait des dossiers pour des familles qui avaient besoin d'aide. Et Hélène et moi étions assis sur notre terrasse dans notre maison inchangée, riche des seules manières qui comptaient vraiment. L'enveloppe n'a pas tout changé. Elle a tout révélé. Et parfois, c'est exactement ce dont les gens ont besoin. Pas de destruction, mais la vérité. Pas de vengeance, mais des conséquences. Pas d'humiliation, mais de l'éducation. Stéphane avait essayé de m'acheter pour 3/4 million d'euros. Au lieu de cela, il a reçu une leçon valant des milliards. Il a appris que le succès ne consiste pas à tout contrôler. Il s'agit de construire quelque chose de valable et de faire confiance aux autres pour aider à le maintenir. Il a appris que la famille ne consiste pas à maintenir les apparences. Il s'agit d'être présent honnêtement, même quand l'honnêteté est inconfortable. Plus important encore, il a appris que l'homme qu'il a méprisé pendant 4 ans n'était ni simple ni naïf. Il était patient, stratégique, et attendait de voir si quelqu'un dans cette famille valait la peine d'être sauvé. Il l'était de justesse, mais il l'était.